Après l'enterrement de ma grand-mère, mes parents ont fêté, croyant tout hériter. Ils m'ont jeté à la rue, disant pouvoir enfin m'effacer de leur vie. Je les ai crus, jusqu'à ce que le notaire demande en riant « Avez-vous bien lu le testament ?» Mes parents ont célébré juste après les funérailles de ma riche grand-mère, persuadés qu'ils avaient hérité de tout son empire. Ils ont ri en jetant ma valise dehors, déclarant qu'ils pouvaient enfin m'effacer de leur vie. Mon frère a croisé les bras et a ajouté « Maintenant, tu es officiellement sans abri. » Je m'appelle Élise, et pendant un bref instant terrifiant, je les ai crus. Jusqu'à ce que le notaire rigole quelques jours plus tard en demandant « Avez-vous vraiment lu la totalité du testament ?» Mais revenons à cet après-midi précis. Le cauchemar a commencé dès que la voiture du dernier invité a disparu dans l'allée. Ma lourde valise en cuir a glissé sur les marches de pierre rouge brûlantes de notre domaine à Sedona, et a éclaté à mes pieds. Il n'y a pas eu de dispute bruyante. Au lieu de cela, un silence glacial et calculé s'est installé sur la propriété. Mes parents ont immédiatement ordonné au personnel de barricader la porte principale du manoir de 14 millions d'euros. Mon frère se tenait sur la terrasse, un sourire narquois aux lèvres, annonçant que je n'avais plus aucune autorité. Le coup le plus dur fut lorsque j'ai regardé à travers les immenses murs vitrés du salon, du sol au plafond. Mes parents ne pleuraient pas. Ils étaient déjà assis à la table à manger avec leurs fidèles acolytes, signant avec empressement des piles de documents pour transférer les droits de gestion du domaine. L'opération était beaucoup trop fluide. Cela prouvait qu'ils avaient orchestré mon expulsion bien avant que ma grand-mère n'ait rendu son dernier souffle. Je me suis mordu les lèvres, j'ai avalé la trahison suffocante, j'ai ramassé mes affaires éparpillées et je suis parti dans la chaleur du désert. Serrant le volant de mon pick-up alors qu'il naviguait sur la route de montagne déserte et sinueuse, une sueur froide a parcouru mon échine alors que les fausses images des moments passés refusaient de me lâcher l'esprit. Les pneus tout-terrain épais ronronnaient un rythme monotone sur l'asphalte brûlant, me transportant plus loin de mon sanctuaire. Les imposantes formations de roches rouges brouillaient mes fenêtres, leurs magnifiques ombres s'étendant à l'infini sur le sol aride du désert. Ma poitrine se serrait à chaque kilomètre parcouru. L'audace de leur mise en scène dans le salon me donnait la nausée. J'avais consacré toute ma jeunesse à entretenir ces murs, à empêcher la base de l'empire de villégiature écologique de ma grand-mère de s'effondrer sous le poids de l'avidité insatiable de mes parents. Pendant qu'ils organisaient de somptueux déjeuners pour l'élite et que mon frère finançait ses escapades imprudentes grâce au fonds fiduciaire familial, je restais enfoui sous des montagnes d'audits financiers. Je gérais la paie et négociais méticuleusement avec les agences environnementales locales. Ils traitaient les comptes d'entreprise comme une tirelire personnelle, considérant ma supervision diligente comme un obstacle ennuyeux plutôt qu'une nécessité vitale pour maintenir la conformité légale de l'entreprise. La manifestation la plus sombre de ce ressentiment s'est produite il y a exactement 3 ans lors de notre plus grande expansion commerciale. Nous développions une initiative de conservation massive visant à préserver les voies navigables naturelles entourant notre propriété phare. Le budget était strictement réglementé par les conseils de l'environnement de l'État. Soudain, les comptes du projet ont commencé à saigner du capital. J'ai passé 3 nuits blanches à retracer les divergences à travers un labyrinthe de factures fictives. La piste papier menait directement à mon propre frère. Sylvain avait méticuleusement falsifié ma signature sur plusieurs formulaires d'autorisation de décaissement, détournant des centaines de milliers d'euros pour couvrir ses dettes de jeu croissantes et acheter une voiture de sport de luxe. Selon les lois de l'Arizona, ces actions constituaient une fraude électronique et un détournement de fonds d'entreprise, des délits graves. Il avait mis en péril nos licences d'exploitation et exposé l'entreprise entière à un risque d'inculpation fédérale. Lorsque j'ai découvert ces crimes, la toxicité de ma lignée est devenue insupportable. J'ai confronté mes parents avec les documents falsifiés, m'attendant pleinement à une sévère réprimande. Au lieu de cela, ma mère m'a arraché les dossiers de preuve des mains, m'accusant de vouloir ruiner la réputation irréprochable de son fils pour une erreur administrative mineure. Mon père a froidement demandé au service de comptabilité d'enterrer les fonds manquants comme des pertes opérationnelles acceptables. Dégoûté et complètement brisé par leur complicité, je suis allé directement dans ma chambre et j'ai commencé à fourrer mes vêtements dans un sac de sport. J'ai décidé de quitter l'Empire et de les laisser faire face à l'effondrement juridique inévitable de leurs propres faits. J'étais à mi-chemin de l'escalier principal lorsque les lourdes portes en chêne du bureau principal ont craqué. Ma grand-mère Marthe est sortie dans le couloir faiblement éclairé. Sa santé déclinait, mais l'aura acérée et commandante qu'elle portait toujours est restée entièrement intacte. Elle m'a simplement fait signe de la suivre à l'intérieur. Le bureau sentait le cuir vieilli et le bois ancien.
Elle a fermé la porte à clé derrière nous, s'est approchée de son bureau en acajou et a pris mes mains tremblantes dans les siennes. Ses yeux perçants ont croisé les miens avec une intensité incroyable. Ne fais jamais confiance à personne dans cette maison, Élise, a-t-elle murmuré, sa voix portant un poids rauque qui résonnait dans la pièce silencieuse, me donnant un frisson. Reste et aide-moi. J'ai préparé un moyen de te sortir d'ici quand le moment viendra. Ces mots sont devenus mon encre ultime. J'ai déballé mes affaires ce soir-là. Pendant 3 années supplémentaires, j'ai avalé les irrespects quotidiens. J'ai fait des doubles journées pour remplacer discrètement les fonds de conservation volés, protégeant ma grand-mère d'un scandale public dévastateur. J'ai supporté les moqueries constantes de Sylvain, tout cela parce que je croyais en la promesse inébranlable de la femme qui a bâti notre héritage. Pourtant, en serrant le volant maintenant, le souvenir de sa promesse ressemblait à des cendres dans ma bouche. Le moment dont elle avait parlé était venu, et ma prétendue échappatoire ressemblait exactement à un parking poussiéreux et délavé par le soleil. J'ai garé le camion hors de la route principale, les pneus crissant sur le gravier lâche alors que je me garais dans un motel délabré au bord de la route. J'ai éteint le contact et j'ai posé mon front contre le volant chaud, complètement dépouillé de ma maison, de ma carrière et de la dernière once de foi que j'avais en ma lignée. Les pneus ont lâché un crissement agité alors que je me garais sur le parking en asphalte craquelé d'un motel délabré près de l'autoroute 89. Le bourdonnement erratique d'une enseigne au néon vacillante a ramené mon esprit épuisé aux événements de la veille au matin. Assise au bord d'un matelas bosselé dans cette chambre étouffante, je n'arrêtais pas de rejouer l'atmosphère tendue à l'intérieur des bureaux de Lockwood et Associés. La lecture du dernier testament avait eu lieu 24 heures plus tôt, juste avant le début de la cérémonie funéraire. Toute notre lignée s'était rassemblée autour d'une immense table de conférence en noyer. Pourtant, la pièce semblait entièrement dépourvue de chagrin. Au lieu de cela, une anticipation prédatrice palpable émanait des 3 personnes assises juste en face de moi. Monsieur Lockwood, un avocat spécialisé en succession distingué avec des décennies d'expérience dans les tribunaux de succession de l'Arizona, était assis à la tête de la table. Il a méthodiquement ajusté ses lunettes à monture argentée et a rompu le lourd silence. Sa voix est restée strictement professionnelle, dénuée de tout sentiment personnel, alors qu'il tranchait la tension et commençait à réciter les clauses de distribution primaire de la fiducie vivante de Marthe. Je suis resté parfaitement immobile, les mains serrées en mon giron, me préparant au transfert logistique de l'empire de villégiature écologique que j'avais géré seul pendant des années. Puis le coup dévastateur est arrivé. Selon les paramètres explicitement rédigés du document fiduciaire principal, l'intégralité du domaine Red Rock de 14 millions d'euros, les vastes acres de propriété du désert de Sedona et les actions de contrôle de la société hôtelière ont été léguées sans équivoque à mes parents et à Sylvain. Monsieur Lockwood a lu les chiffres à voix haute, les énormes comptes d'entreprise, les portefeuilles d'investissement et l'accès illimité à la richesse générationnelle de la famille. Le choc pur a paralysé mes poumons. Je suis resté figé dans la chaise en cuir à dossier haut, un bourdonnement assourdissant résonnant dans mes oreilles. Je ne pouvais pas comprendre la réalité qui se déroulait devant mes yeux. Pourquoi ma grand-mère si protectrice aurait-elle confié les clés de son empire patiemment construit au même parasite qui avait activement tenté de le détruire? J'avais l'impression que la matriarche que je vénérais avait atteint depuis la tombe juste pour me gifler. De l'autre côté du bois poli, mon frère s'est penché en arrière et a laissé échapper un rire satisfait et discret. Sylvain m'a lancé un sourire condescendant, ses yeux brillants de l'arrogance brute d'un homme qui venait de gagner à la loterie sans acheter de billets. Ma mère a immédiatement commencé à inspecter sa bague en diamant, incapable de masquer l'avidité pure qui émanait de sa posture. Mon père s'est penché avidement, tapotant agressivement son stylo plume coûteux contre le buvard en cuir, entièrement indifférent au fait que le corps de sa mère était à peine froid. Ils étaient tellement consumés par les chiffres financiers qu'ils ont complètement manqué le changement calculé dans le comportement de Monsieur Lockwood. L'avocat expérimenté a lentement fermé le dossier principal épais. Il a délibérément laissé un silence inconfortable s'étirer dans la pièce avant de tendre la main vers le tiroir intérieur de son bureau. Il a sorti une lourde enveloppe scellée d'un épais cachet de cire rouge portant le monogramme personnel de ma grand-mère. Il l'a placé bien en évidence au centre de la table, sa main burinée à plat dessus. Avant de conclure, a annoncé Monsieur Lockwood, son ton baissant soudain d'une octave, portant un poids autoritaire glacial. Il y a une dernière composante à ce plan successoral. Il s'agit d'un addendum scellé conditionnel rédigé sous stricte confidentialité. Mes parents ont interrompu leur célébration silencieuse, semblant légèrement contrariés par l'interruption. Sylvain a levé les yeux au ciel,
impatient de finaliser les virements bancaires selon les paramètres spécifiques établis par le donateur. L'avocat a poursuivi son regard perçant traversant la pièce. Ce document ne doit pas être ouvert aujourd'hui. Il fonctionne comme un filet de sécurité juridiquement contraignant en vertu du droit des fiducies de l'Arizona. Il ne sera décacheté et prendra immédiatement effet légalement qu'en cas de litige formellement documenté, de violation du devoir fiduciaire ou d'actes explicites de malveillance et d'abus de pouvoir commis par les héritiers principaux. Il a fait glisser un formulaire standard d'accusé de réception du bénéficiaire sur la table, tapotant la ligne de signature. En signant cette confirmation préliminaire des actifs, vous reconnaissez également l'existence de cet addendum scellé et l'autorité absolue qu'il détient si les conditions spécifiées sont déclenchées. Aveuglés par l'attrait soudain d'une richesse imméritée, mes parents et mon frère n'ont pas hésité une fraction de seconde. Ils n'ont posé aucune question clarificatrice sur ce qui constituait la malveillance ou l'abus de pouvoir. Ils ont simplement considéré l'enveloppe mystérieuse comme une formalité bureaucratique dénuée de sens, une dernière flambée dramatique d'une vieille femme excentrique. Mon père a attrapé le document, y a griffonné sa signature avec un enthousiasme irréfléchi et l'a poussé vers ma mère. Sylvain a suivi, jetant à peine un coup d'œil au papier avant d'y inscrire son nom. Ils ont complètement ignoré l'avertissement sinistre de l'avocat, complètement inconscients du fait qu'ils venaient de signer aveuglément un contrat qui pourrait orchestrer leur propre chute spectaculaire. Je venais de porter le café noir amer à mes lèvres lorsque l'écran de mon téléphone s'est soudainement allumé, affichant le nom de l'avocat Lockwood. L'éclat dur de l'appareil a traversé l'éclairage faible et oppressant de la chambre d'hôtel. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de le laisser sonner. Mes réserves physiques et émotionnelles étaient entièrement épuisées, me laissant complètement dépourvu de l'énergie nécessaire pour discuter de la finalité de ma vie ruinée. Cependant, un instinct persistant, peut-être un vestige de la discipline de fer que ma grand-mère m'avait sans relâche inculquée, a forcé mon pouce à glisser sur le verre et à accepter l'appel. Élise, sa voix a résonné à travers le haut-parleur. Il n'y avait absolument aucune trace du ton empathique standard que les avocats réservaient généralement aux membres de la famille en deuil. Au lieu de cela, M. Lockwood semblait profondément sérieux, exceptionnellement professionnel et opérant avec un sens aigu et calculé de l'urgence. « Oui, Monsieur Lockwood, je suis là », ai-je répondu, ma voix sonnant incroyablement contre le bourdonnement calme et rythmique de l'unité de climatisation défectueuse de la pièce. « Il faut que vous m'écoutiez très attentivement », a-t-il déclaré délibérément, sautant les courtoisies habituelles. « Je viens de recevoir un appel téléphonique hautement confidentiel d'Elena, la gouvernante principale de votre domaine. Elle m'a contacté directement depuis une ligne fixe sécurisée en dehors des limites de la propriété. » Je me suis redressé, la tasse en polystyrène dans ma main tremblant légèrement. Elena avait été le pilier inébranlable du personnel de maison pendant plus de 2 décennies. C'était une femme farouchement loyale qui respectait ma grand-mère plus que quiconque au monde, servant d'observatrice silencieuse des dynamiques sombres de notre foyer. Elena m'a informé de l'altercation qui s'est produite sur la terrasse aujourd'hui, a poursuivi M. Lockwood, son ton méthodique et tranchant comme un rasoir. Plus important encore, elle a eu la clairvoyance technique d'anticiper la prochaine action de votre famille. Avant que votre père n'ait pu ordonner à l'équipe de sécurité d'effacer les serveurs locaux. Elena a contourné la console principale et sécurisé les fichiers numériques cryptés du réseau de caméras des portes d'entrée. Les images ont clairement capturé votre frère jetant physiquement vos bagages sur le trottoir brûlant, ainsi que l'audio haute définition de vos parents ordonnant explicitement au personnel de vous exclure définitivement des lieux. Le choc pur de ces mots m'a laissé complètement sans voix. Le café noir a débordé du bord de la tasse, me brûlant les doigts, mais je n'ai guère enregistré la piqûre vive. Je vous informe légalement que c'est exactement la preuve irréfutable dont nous avions besoin, a expliqué l'avocat, la gravité de la situation résonnant lourdement dans chaque syllabe. En vertu des paramètres stricts du droit des successions et des fiducies d'entreprises de l'Arizona, leurs actions constituent bien plus qu'un simple différend familial. Vous êtes une co-gérante légalement reconnue des actifs de l'entreprise. En vous expulsant de la résidence principale et en révoquant votre accès administratif sans résolution formelle du conseil d'administration, ils ont commis une grave violation du devoir fiduciaire. Ils ont fait preuve d'une malveillance indéniable et d'un abus de pouvoir explicite. Mon esprit a couru frénétiquement alors que les pièces complexes du puzzle s'emboîtaient enfin avec une clarté absolue, l'enveloppe scellée posée sur son bureau en acajou, l'avertissement vague et sinistre qu'il avait délivré avant qu'il ne signe aveuglément les documents préliminaires. La promesse énigmatique de ma grand-mère murmurée au milieu de la nuit il y a des années. Le plan de Marthe n'était jamais un espoir passif et naïf de réconciliation familiale.
C'était un piège juridique sans faille, conçu à la perfection et sans merci. Elle comprenait les profondeurs sombres de l'avidité de mes parents mieux que nous tous. Elle savait qu'ils ne se contenteraient pas d'hériter de la richesse. Leur victoire ultime nécessitait de m'éradiquer complètement. Cependant, pour les priver légalement de leur héritage principal sans subir des années de litiges compliqués, le tribunal des successions avait besoin de preuves absolues et irréfutables de leur nature malveillante. Marthe avait besoin qu'ils exposent volontairement leur véritable caractère toxique et fabriquent les preuves qui seraient utilisées contre eux. Et aveuglés par leur propre arrogance stupéfiante, ils avaient exécuté son piège à la perfection. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, ma voix retrouvant enfin sa force, le poids oppressant du désespoir s'évaporant instantanément de ma poitrine et étant remplacé par une concentration froide et aiguisée. Maintenant, nous exécutons la directive finale du donateur, a répondu M. Lockwood fermement. J'initialise officiellement les protocoles juridiques pour décacheter l'addendum conditionnel. Cependant, j'ai besoin de votre présence physique pour exécuter l'affidavit assermenté. J'ai besoin que vous rassembliez votre pièce d'identité gouvernementale, tous les documents d'entreprise personnels que vous avez actuellement en votre possession, et que vous vous rendiez directement à mon bureau. Nous devons rédiger et déposer des injonctions d'urgence auprès du juge du comté avant l'ouverture des institutions financières demain matin. Si nous ne bloquons pas légalement leur accès administratif immédiatement, ils tenteront de liquider les comptes d'entreprise pour consolider leur contrôle sur la villégiature écologique. Je comprends, ai-je dit, une nouvelle clarté aiguisant ma vision. Je pars tout de suite. Conduisez prudemment, Élise. Nous avons une quantité substantielle de travaux juridiques complexes à couvrir ce soir, a-t-il instruit avant de raccrocher. La ligne est devenue morte, me laissant debout dans le silence assourdissant de la chambre d'hôtel. J'ai lentement abaissé le téléphone, fixant l'écran vide alors qu'un sentiment glacial de vindicte envahissait chaque nerf de mon corps. Les victimes de ma famille ont toujours été celles qui travaillaient le plus dur, tandis que les parasites prospéraient sur notre endurance silencieuse. Mais Marthe avait fondamentalement changé les règles du jeu à la ligne d'arrivée. J'ai jeté le café amer dans la petite poubelle en plastique, j'ai attrapé mon sac en cuir et je suis sorti dans la nuit torride du désert, prête à réclamer l'arme que ma grand-mère m'avait si brillamment forgée. La lourde porte en chêne du cabinet d'avocat s'est fermée derrière moi, coupant complètement le chaos bruyant et poussiéreux de la rue à l'extérieur. Le silence soudain dans la salle d'attente était assourdissant, mais il apportait un étrange sentiment de clarté absolue à mon esprit en effervescence. Je me suis dirigé directement dans le couloir poli et suis entré dans le bureau privé de M. Lockwood sans attendre que son assistante m'annonce. L'avocat expérimenté était déjà assis derrière son immense bureau en acajou, sa posture rigide et très concentrée, illuminée par la douce lueur de sa lampe de bureau en laiton. Posée bien en évidence au centre de son buvard en cuir se trouvait la lourde enveloppe du matin précédent. L'imposant cachet de cire rouge portant le monogramme de ma grand-mère avait été méticuleusement brisé. Il m'a poussé la pile épaisse de papier juridique premium sur la surface lisse. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je me tendais pour saisir le parchemin épais. C'était l'héritage ultime de Marthe. Alors que mes yeux parcouraient les paragraphes denses et complexes, j'ai rapidement réalisé que cet addendum n'était pas un sortilège cinématographique fantastique qui transférait magiquement des actes de propriété en un clin d'œil. Au lieu de cela, c'était un mécanisme de défense brillamment construit, très agressif, profondément intégré dans le code des fiducies de l'Arizona. Ma grand-mère avait anticipé leur schéma de comportement exact avec une précision terrifiante. Le document stipulait explicitement que les bénéficiaires principaux étaient légalement obligés de maintenir ma position exécutive en tant que co-gérante des actifs de l'entreprise. De plus, il garantissait fermement ma résidence permanente et incontestée dans les limites du domaine principal. Les stipulations étaient de fer. Si les héritiers désignés tentaient de me priver intentionnellement de mes droits opérationnels, de révoquer mon accès aux propriétés, ou de m'expulser de force de mon domicile sans obtenir une résolution formelle unanime du conseil d'administration de l'entreprise, ils déclencheraient une clause de défaut automatique. Au moment où ils ont jeté ma valise sur le trottoir et ordonné au personnel de verrouiller les portes, ils avaient fondamentalement violé la charte fondatrice de la fiducie. La peine énoncée dans les paragraphes suivants était d'une sévérité stupéfiante et complètement impitoyable. En violant ces conditions spécifiques, mes parents et Sylvain ont immédiatement perdu leur statut administratif sur l'ensemble du domaine. Leur autorité exécutive a été entièrement éradiquée. Les directives de la fiducie stipulaient qu'en cas de violation, tous les privilèges de gestion temporaire et les pouvoirs de prise de décision exécutive devaient être immédiatement cédés au co-gérant injustement ciblé, qui était moi.
J'ai levé les yeux des pages, mon cœur battant un rythme régulier et puissant contre mes côtes. Monsieur Lockwood a croisé mon regard avec un signe de tête sévère et approbateur. Il a tendu la main vers un dossier manila séparé et en a extrait un nouveau document imprimé portant le sceau officiel du tribunal du comté. Pendant que vous conduisiez ici, a expliqué Monsieur Lockwood, sa voix résonnant d'une autorité indéniable. J'ai présenté les images de caméras sécurisées et l'affidavit assermenté de la gouvernante principale au juge des successions. Compte tenu de la preuve indéniable de leur intention malveillante de s'emparer illégalement du contrôle total des actifs, le tribunal a agi avec une rapidité sans précédent. Il a placé le papier directement dans mes mains. C'était une injonction d'urgence. L'encre noire audacieuse affichait clairement la signature du juge du comté ratifiant officiellement l'ordonnance de restriction temporaire. Cet instrument juridique est actuellement actif, a précisé l'avocat, pointant les horodatages en bas de la page. Il vous accorde une autorité totale sous supervision judiciaire sur toutes les opérations du domaine. Plus important encore, il vous donne l'autorisation légale immédiate de geler complètement tous les comptes d'entreprise. Les portefeuilles d'investissement et les lignes de crédit financées par la fiducie associées aux bénéficiaires principaux. Ils n'ont actuellement absolument aucun accès financier. Un profond sentiment de pouvoir a parcouru mes veines, effaçant efficacement l'épuisement persistant des 2 derniers jours. Ce n'était pas un acte mesquin de vengeance. C'était l'arme ultime légalement sanctionnée, conçue pour punir leur avidité stupéfiante. Ils pensaient pouvoir me jeter comme une machine obsolète et héritée d'un empire sans faire une seule journée de travail honnête. Ils croyaient que leur arrogance put les placer au-dessus des limites complexes du droit des sociétés. J'ai plié soigneusement l'injonction du juge et les placé en toute sécurité dans mon sac en cuir aux côtés de l'addendum décacheté de Marthe. Le piège méticuleux avait été tendu à la perfection. Ils avaient joyeusement resserré le nœud autour de leur propre cou, et maintenant je détenais l'autorité légale absolue pour tirer le levier. Je me suis levé de la chaise à dossier haut, offrant à Monsieur Lockwood une poignée de main ferme et résolue. L'impuissance oppressante qui m'avait suffoqué avait complètement disparu, remplacée entièrement par une détermination froide et calculatrice à récupérer tout ce qui appartenait légitimement à l'héritage de ma grand-mère. L'injonction du tribunal reposait tranquillement sur le siège passager, rayonnant d'une autorité lourde et indéniable. Alors que mon camion naviguait sur le chemin familier et sinueux de retour sur la montagne Red Rock, le vaste domaine de Sedona est apparu à la vue, ses immenses murs de grès attrapant les teintes chaudes et ardentes du soleil de fin d'après-midi. Au lieu de monter vers les portes principales en fer et de risquer une confrontation immédiate avec le personnel de sécurité nouvellement embauché, j'ai dévié de la route pavée. J'ai garé mon véhicule derrière un dense fourré de genévriers et j'ai continué à pied vers l'entrée du personnel. Mon pouce a appuyé sur le scanner biométrique de la porte de service secondaire. La serrure s'est ouverte sans problème, une confirmation silencieuse que mes codes d'accès administratifs restaient profondément intégrés dans le système informatique de la propriété, entièrement intouché par la prise de contrôle précipitée de ma famille. J'ai avancé silencieusement dans les longs couloirs ombragés de l'aile de service, les épais tapis persans absorbant le son de mes pas. Alors que j'approchais de la grande salle de réunion exécutive, un murmure de voix bas et concentré s'échappait des doubles portes légèrement entr'ouvertes. Ce n'était pas la célébration bruyante et obscène dont j'avais été témoin la veille. L'atmosphère était distinctement différente, calculée, professionnelle et chargée d'ambition d'entreprise. Je me suis appuyé contre le mur de marbre froid et j'ai jeté un coup d'œil par l'ouverture étroite. Mes parents et Sylvain étaient assis à la table de conférence en chêne poli, directement face à un groupe d'hommes et de femmes imposants et impeccablement habillés. J'ai immédiatement reconnu 2 des invités, des promoteurs immobiliers commerciaux notoires, connus pour transformer agressivement des paysages vierges de l'Arizona en pièges touristiques hyper commercialisés. Mon frère se tenait à la tête de la table, cliquant sur une télécommande pour afficher une série de rendus architecturaux numériques sur le grand écran de présentation. Les images étaient absolument grotesques. La villégiature écologique préservée et protégée par l'environnement, que ma grand-mère avait passé des décennies à nourrir, était complètement absente. À sa place se trouvait un complexe de casinos tentaculaires à plusieurs étages, avec d'immenses panneaux de néon, de vastes structures de stationnement en béton et des piscines de luxe artificielles qui draineraient les aquifères locaux. Les ajustements de zonage sont déjà en cours, a expliqué Sylvain en toute simplicité, sa voix teintée d'une confiance imméritée. En démantelant complètement les protocoles de conservation obsolètes que ma grand-mère insistait pour maintenir, nous débloquons instantanément des acres privilégiés pour le jeu et la promenade de boutiques de luxe. Le retour sur investissement quadruplera au cours des 24 premiers mois d'exploitation. Ma mère s'est penchée en avant,
offrant un sourire immaculé de requin à l'investisseur principal. Marthe était une visionnaire pour son époque, mais son attachement à l'écologie locale freinait gravement le véritable potentiel financier de la propriété. Maintenant que le domaine est entièrement sous notre juridiction, nous nous concentrons agressivement sur la maximisation de la rentabilité. Les pièces de leur puzzle méticuleusement conçues se sont emboîtées dans mon esprit avec une clarté nauséabonde. Leur désespoir écrasant de me jeter de la maison immédiatement après les funérailles n'était jamais juste une question de mépris personnel ou de domination familiale mesquine. C'était une manœuvre commerciale stratégique hautement coordonnée. J'étais l'obstacle principal. En tant que co-gérante légalement désignée et protectrice farouche de la vision écologique de Marthe, j'aurais combattu ce développement de casino par tous les moyens légaux disponibles. Ils avaient besoin d'orchestrer mon éviction, de supprimer mon accès exécutif et de me bloquer hors du réseau d'entreprises avant le début de ces réunions à enjeux élevés. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient réussi à dégager le chemin pour démolir l'héritage de ma grand-mère et le remplacer par un monument à leur propre avidité. Une colère lourde et suffocante a gonflé dans ma poitrine, menaçant de submerger complètement mes sens. Mais alors que mes doigts effleuraient le parchemin épais et juridiquement contraignant de l'injonction d'urgence reposant à l'intérieur de mon sac en cuir, la rage ardente s'est instantanément cristallisée en un calme terrifiant et glacial. Ils étaient en train de vendre un empire qu'ils ne contrôlaient plus légalement. Ils faisaient de grandes promesses de plusieurs millions d'euros basées sur une fondation de graves violations de fiducie et d'autorité frauduleuse. J'ai resserré ma prise sur la poignée en laiton poli de la porte de la salle de réunion. Je n'avais pas besoin de crier, de pleurer ou de supplier pour ma juste place au sein de cette famille. J'avais simplement besoin de laisser le poids dévastateur de la loi s'écraser sur leur fragile château de cartes. Prenant une respiration lente et régulière, j'ai poussé les lourdes portes en bois et je suis sorti de l'ombre. Renifle la discussion animée concernant les marges de profit projetées s'est instantanément dissoute dans un silence de mort au moment où j'ai poussé les lourdes portes en bois de la grande salle de réunion. Toutes les têtes à la table en chêne poli se sont tournées vers moi, leurs expressions figées au milieu de leurs sourires triomphants. Sylvain a été le premier à se remettre du choc. Il a violemment reculé sa chaise ergonomique en cuir, ses pieds grinçant durement sur le sol en marbre. Il a claqué ses paumes sur la table, son visage rougissant d'un mélange volatile d'embarras et de rage authentique. « Qu'est-ce que tu fabriques ici » a-t-il exigé, sa voix résonnant bruyamment dans la vaste pièce. « Tu as été légalement expulsé. J'appelle la sécurité du domaine tout de suite pour te faire traîner physiquement hors de cette propriété pour intrusion. » Ma mère a haleté, son visage perdant toute couleur alors qu'elle serrait dramatiquement son foulard de soie, tandis que mon père s'est rapidement levé, sa chaise se renversant en arrière, tentant d'offrir des excuses frénétiques et désespérées aux promoteurs déconcertés pour l'interruption soudaine. Je n'ai pas bronché. J'ai complètement ignoré les cris frénétiques de mon frère et j'ai marché d'un pas mesuré et délibéré droit vers le centre de la pièce. Le calme glacial qui émanait de moi semblait paralyser l'air. J'ai contourné mes parents, sans même leur accorder un regard en passant, et je me suis arrêté directement devant l'investisseur immobilier principal assis rigide à la tête de la table. Sans prononcer un seul mot, j'ai tendu la main dans mon sac en cuir, j'ai récupéré le document juridique croquant portant la signature à l'encre audacieuse du juge du comté et j'ai claqué l'injonction d'urgence à plat sur la table. Le claquement sec du papier frappant le bois a résonné comme un coup de feu. Avant que quiconque ait pu pleinement comprendre le sceau judiciaire proéminent, les portes de la salle de réunion se sont ouvertes davantage, révélant une silhouette grande et distinguée. Arthur Vance, le directeur financier en chef du syndicat d'entreprise et le confident le plus loyal de ma grand-mère, est entré dans la pièce. Renifle, il portait une tablette élégante et arborait une expression de professionnalisme absolu et inébranlable. Arthur avait toléré silencieusement l'arrogance stupéfiante de ma famille pendant des années, gérant les livres tout en attendant patiemment que la directive finale de Marthe soit activée. Il a ajusté ses lunettes, ignorant le bafouillage confus de mon père, et a dirigé son attention exclusivement vers les promoteurs en visite. « Messieurs » a annoncé Arthur, son ton entièrement dépourvu de chaleur. En tant que superviseur fiduciaire par intérim de cette société, il est de mon obligation légale de vous informer qu'une ordonnance judiciaire formelle vient d'être exécutée. Les individus avec lesquels vous négociez actuellement ne possèdent absolument aucune autorité légale sur ce domaine. Sylvain a laissé échapper un rire dérisoire et paniqué, fouillant agressivement dans la poche de son costume sur mesure pour trouver son smartphone. « Arthur, tu dépasses les bornes. Tu es officiellement viré. Tu peux faire ta valise et quitter ma propriété tout de suite. » Le directeur financier n'a même pas cligné des yeux.
en vertu de l'injonction d'urgence autorisée par le tribunal des successions, a poursuivi Arthur, sa voix tranchant sans effort les menaces vides de mon frère. Tous les privilèges bancaires d'accès aux entreprises et les droits de vote exécutifs précédemment détenus par votre famille ont été immédiatement et définitivement révoqués. De plus, les institutions bancaires ont verrouillé tous les comptes fiduciaires associés. Vous ne pouvez pas autoriser une étude foncière, encore moins financer le développement d'un casino commercial de plusieurs millions d'euros. Pour étayer visuellement sa déclaration, Arthur a effectué une commande sur sa tablette. De l'autre côté de la pièce, l'écran de présentation brillant de Sylvain est soudainement devenu noir, remplaçant abruptement les rendus grotesques de Casino par une notification de verrouillage du système d'entreprise en rouge vif. Les investisseurs immobiliers commerciaux sont des prédateurs de haut niveau. Ils possèdent un instinct aiguisé et hautement entraîné pour l'instabilité juridique. Une succession contestée fortement liée par un gel judiciaire d'urgence représentait un risque toxique énorme. Ils opéraient strictement sur des rendements garantis, et un transfert soudain de pouvoir imposé par un juge signifiait que cette terre serait empêtrée dans la bureaucratie pendant des années. Le promoteur principal n'a pas demandé d'explication, ni n'a exigé d'excuses de ma famille. Il a simplement fermé son portefeuille coûteux en cuir avec un claquement sec et décisif, s'est levé et a boutonné sa veste de costume sur mesure. Ses associés ont immédiatement reproduit ses actions silencieusement et rapidement, rassemblant leurs plans architecturaux et leurs projections financières. Attendez, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un malentendu administratif mineur, a plaidé mon père, une épaisse couche de panique brute finissant par transparaître dans sa voix alors qu'il se précipitait autour de l'énorme table pour bloquer leur sortie. Nous pouvons régler ça tout de suite dans mon bureau. Les investisseurs expérimentés l'ont contourné sans offrir une seule poignée de main ni un regard en arrière. Les lourdes portes de la salle de réunion se sont fermées derrière eux, réduisant instantanément le grand empire de casino destructeur de ma famille à rien de plus que de la poussière sans valeur flottant dans l'air silencieux. Le son distinct du dernier SUV de luxe accélérant sur la longue allée de gravier a cédé la place à un silence lourd et suffocant qui a enveloppé les trois individus qui venaient d'être violemment dépouillés de tout leur pouvoir. La grande salle de réunion, auparavant bourdonnante de l'énergie arrogante d'une négociation de casino de plusieurs millions d'euros, semblait maintenant aussi vaste et vide qu'une tombe. Dépouillé de son autorité imméritée et du soutien protecteur du syndicat immobilier, le bravade fabriqué de Sylvain s'est instantanément effondré. Il feuilletait frénétiquement les pages de l'injonction du tribunal que j'avais jetée sur la table, la couleur se retirant rapidement de son visage jusqu'à ce qu'il soit complètement pâle. Ses mains tremblaient violemment alors que ses yeux parcouraient la terminologie juridique sévère, comprenant enfin la permanence absolue de sa chute. Mes parents ont immédiatement entamé le processus pathétique et agonisant d'effondrement psychologique. Initialement, ils ont violemment rejeté la réalité de la situation. Mon père a pointé un doigt instable vers Arthur, menaçant agressivement de déposer une contre-poursuite massive pour sabotage d'entreprise. Lorsque le directeur financier l'a simplement ignoré et a commencé à emballer calmement sa mallette, leur déni s'est rapidement transformé en une rationalisation désespérée. Ma mère a fait un pas hésitant vers moi, sa voix tremblante alors qu'elle tentait de dépeindre leur trahison malveillante comme un malentendu tragique, affirmant qu'ils voulaient simplement me donner un peu d'espace pour faire mon deuil en paix. Quand je n'ai pas offert un seul mot de réconfort, la façade s'est complètement brisée. Ils ont eu recours à la supplication. Ma mère pleurait ouvertement, utilisant sans honte notre lignée partagée, me suppliant désespérément de rétracter l'ordonnance judiciaire et de maintenir la famille unie. Je les ai simplement regardés, mon expression entièrement dépourvue de chaleur ou d'affection familiale. La colère brûlante qui m'avait consumé pendant les 2 jours précédents s'était entièrement évaporée, laissant derrière elle un mur de glace profond et impénétrable. Ils n'avaient pas pris en compte notre lignée lorsqu'ils ont jeté ma valise sur le trottoir brûlant du désert. Ils n'avaient pas hésité à effacer mon existence entière pour construire un empire du jeu sur la tombe de Marthe. Je n'avais pas besoin de crier, ni d'avoir à les jeter moi-même. Le piège juridique exécuté à la perfection avait déjà fait le gros du travail. Par les immenses fenêtres du sol au plafond, le clignotement rythmique de lumière bleue et rouge vive a commencé à illuminer le ciel de Sedona qui assombrissait. Un véhicule de patrouille du shérif du comté lourdement marqué s'est arrêté en douceur juste devant le portique principal. 2 adjoints en uniforme sont sortis, ajustant leurs ceintures utilitaires alors qu'ils approchaient de l'entrée. Ils n'étaient pas là pour arbitrer un différend domestique. Ils étaient là pour faire appliquer la loi. L'adjoint principal est entré dans la salle de réunion, sa main posée nonchalamment sur sa radio, et a officiellement signifié à mes parents et à mon frère l'avis d'expulsion requis par le tribunal.
Il a délivré les instructions avec une froide efficacité bureaucratique. Ils avaient exactement 20 minutes pour rassembler les vêtements essentiels et les pièces d'identité, sous stricte surveillance policière. Toute tentative de retirer des documents d'entreprise, des objets de valeur ou des actifs appartenant au domaine entraînerait une arrestation immédiate. Je me tenais silencieusement près de la massive cheminée en pierre, les bras croisés sur la poitrine, regardant la réalité chaotique et humiliante se dérouler. Les 3 individus qui avaient célébré ma prétendue sans-abri seulement 48 heures plus tôt étaient maintenant escortés agressivement à travers les couloirs du manoir qu'ils pensaient posséder. Ils sont sortis dans l'air frais du soir, ne portant rien d'autre que des sacs de sport fourrés à la hâte, la tête baissée en signe de défaite absolue. Ils n'ont pas regardé en arrière alors qu'ils étaient dirigés vers un taxi que les adjoints avaient fait venir. J'ai regardé les feux arrière s'estomper dans la nuit noire et profonde du désert, emportant l'encre toxique qui avait traîné l'héritage de ma grand-mère pendant des décennies. Les lourdes portes en chêne du domaine se sont à nouveau fermées fermement. Mais cette fois, c'est moi qui me tenais à l'intérieur, complètement seule, mais indéniablement souveraine.